Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir à tous. Il y a toujours un petit décalage entre mon écran et le vôtre. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez dans le chat me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est OK pour vous, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien? Un oui ou un non suffira. Super, merci. Merci Elle. Alors, bienvenue dans ce webinaire consacré au deuil et à l'âme or. Juste à titre indicatif, ça fait un moment, ça fait maintenant quelques mois que j'ai pas fait de webinaire et la plateforme a changé et j'ai vu que éventuellement ça pouvait couper au bout de 45 minutes. Donc, si jamais ça coupe en plein milieu, je suis désolée et j'essaierai de reprogrammer une conférence. Alors, je vais vous partager mon écran. On va commencer. Hop, les retardataires arriveront en cours de route, mais comme j'ai potentiellement 45 minutes, je ne veux pas perdre de temps. Donc aujourd'hui, ça va être donc un webinaire sur le deuil et la mort. J'ai une première question à vous poser. Vous aurez là bientôt, d'ici quelques minutes, un sondage qui va être mis dans le chat. C'est est-ce que vous avez déjà été confronté à un deuil? Est-ce que actuellement, là, vous avez déjà été, vous, personnellement, confronté à un deuil? Je vous laisse répondre au sondage. Qui peut être très intéressant. Oui. Effectivement, le deuil, c'est quelque chose que l'on vit tous. D'ailleurs, je vous montre cette statistique qui est très parlante. 1,80 par seconde, 109 par minute, 157 000 par jour et 57 millions par an. Ces chiffres, ce sont les statistiques du nombre de décès dans le monde. Tout le monde est confronté à la mort, tout le monde. On y fait tous face. Et pourtant, la mort, ça reste encore un mystère pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'on existe et puis on disparaît? Donc, pour moi, c'est des sujets très intéressants parce que autrefois, par exemple, la mort était quelque chose de très solennel. On assistait à des cérémonies publiques. Le mort, le défunt avait souvent réglé ses affaires. Il avait fait son testament. Souvent, il mourait d'ailleurs chez lui, entouré des siens. Maintenant, la mort a changé de visage. C'est-à-dire que, en général, maintenant, la plupart des personnes meurent dans les hôpitaux, dans les services médicalisés. Or, le personnel soignant, lui, il est là pour faire durer la vie. Ok? Donc, il n'est pas là pour accompagner la mort. Et malheureusement, maintenant, la mort est vue comme un échec médical. On ne veut plus reconnaître la mort, on ne veut plus en parler, c'est un sujet tabou, y compris le deuil. Même dans les hôpitaux, parfois le malade ignore le moment de sa mort puisqu'on ne lui dit rien. Et généralement, il y a un vide qui se crée autour de lui, donc il meurt seul. Ça, c'est terrible et c'était important pour moi d'évoquer ce sujet-là. Dans notre société actuellement, là, d'ailleurs, je viens de voir là dans un reportage le gars qui a créé, comment ça s'appelle, là où on fait les achats en ligne, lui il cherche à se rajeunir, il veut se rajeunir le plus possible. La mort dans notre société, elle est vue comme quelque chose de très glauque, triste. C'est quelque chose dont on ne veut pas parler, on veut même la mettre sous un tapis, on fait un déni de ce qu'est la mort.
Pourtant, la mort, c'est l'inverse de la, c'est pas l'inverse de la vie. La mort, c'est l'inverse de la naissance. Et dans certaines cultures, dans certaines religions, la mort est également une naissance. C'est là où c'est là où est le paradoxe de la mort en tant que telle. Donc mettre la mort sous un tapis, c'est risqué, c'est risqué de passer à côté de sa vie. Pourquoi? Parce que s'il y a bien une leçon que nous apprend la mort, c'est que nous vivons sur Terre pour un temps limité. Ah, je mets mon téléphone en silence, excusez-moi. C'est que nous vivons sur Terre de façon limitée. Notre expérience est limitée dans le temps. Et en général, on meurt souvent comme l'on a vécu. Donc mettre la mort, faire un déni de la mort, pour moi, ça serait aussi du coup oublier qu'on vit dans un espace-temps limité et que donc on doit vivre pleinement dans nos vies et pas à côté. Mettre aussi le deuil au placard, puisque c'est souvent également tabou, c'est mettre le deuil au placard, c'est aussi potentiellement vivre des deuils compliqués ou des deuils pathologiques par la suite. Donc, c'est vraiment très important d'en parler parce que parler de la mort, c'est expérimenter toutes les dimensions de la vie. Donc, c'est vivre en confiance, c'est vivre en conscience de sa vie pour mieux partir lors du dernier passage. Et c'est ce que l'on va traiter ce soir. Donc, on va parler de la mort et beaucoup du deuil, c'est-à-dire des différentes typologies de deuil, de comment faciliter le processus, qu'est-ce que le deuil, etc. Donc, on va parler de ça ce soir. Donc, moi, je suis Edith Pradalier, donc je vous accompagne dans tous vos passages de vie, donc y compris dans la vie, dans votre vie. Donc, je vous accompagne à être pleinement dans votre vie et j'accompagne également les fins de vie. Mon rôle à moi, c'est vous faire prendre conscience que dans cet apparent chaos, eh bien, il y a une cohérence. Il y a une cohérence et pour moi, la vie et la mort sont étroitement liées, c'est-à-dire que elle nous demande, elle exige de nous d'avoir deux qualités principales qui sont la confiance et l'abandon ou le lâcher prise. Donc, c'est intéressant pour moi d'en parler. C'est bon, vous suivez jusqu'à présent. Donc, si vous êtes OK, là, je vais dérouler la conférence et puis à la fin, je répondrai à votre question. C'est OK pour vous? Dites-moi si c'est OK pour vous. Alors là, on va voir ensemble la différence entre donc la mort et le deuil. À mon sens, la mort n'est qu'un passage. La mort est un état transitoire. D'ailleurs, je donne souvent la métaphore du papillon. En effet, en fait, une transition n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire. La mort, c'est un événement, ok? L'âme hors du corps, c'est le langage des oiseaux, c'est un passage, un état transitoire, où le papillon, par exemple, quitte sa chrysalide. Et d'ailleurs, selon certaines croyances, on peut avoir hâte de ce passage pour revivre et pour évoluer, pour que notre âme évolue, etc. On évoque énormément la mort, que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio, la mort est évoquée partout. En revanche, on parle peu de la perte et de ses conséquences. Là, j'ai un documentaire, si jamais le sujet de la mort vous intéresse, qui s'appelle « Et si la mort n'existait pas ?» Voilà, c'est un documentaire qui est assez sympa. Donc, si on fait un petit peu une différence entre la mort et le deuil, on pourrait le résumer comme ça. C'est que la mort, c'est un événement, c'est l'âme qui est hors du corps, ok, c'est un état transitoire, alors que le deuil, lui, c'est un processus. Le deuil n'est pas l'acceptation de la mort, c'est plutôt l'accommodation de la perte. On va le voir plus tard, ce qui est réellement un deuil. Vous allez voir que il y a une petite nuance entre les deux. Par exemple, Jean d'Ormesson disait
J'aime beaucoup cette citation. Il disait j'ai beaucoup aimé la vie et j'ai la chance d'atteindre beaucoup de la mort. La mort, ça doit être délicieux. Mourir ne doit pas être gai. Parce qu'effectivement, la mort, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un miroir qui nous interroge sur notre propre vie. Mourir, c'est également une perte. C'est la perte de qui on a été, la perte de ce que l'on a construit, la perte de notre identité, de nos amis, de ce que l'on a possédé, etc. Ok? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours intéressant de voir comment on vit pour savoir comment on va mourir. D'ailleurs, on réalise que sur Terre, on est propriétaire de rien. Notre corps est un véhicule et même la vie ne nous appartient plus puisque l'on va mourir. Donc en général, quand vient la mort, c'est l'heure du bilan. Et c'est pour ça que moi, je veux sensibiliser à ce passage-là, je veux faire en sorte que les gens y réfléchissent, parce que lorsqu'on vit avec lorsqu'on vit avec le fait que l'on va mourir, on ne perd pas de temps à vivre à côté de sa vie. On vit pleinement dans sa vie parce qu'on sait que le jour viendra du dernier passage où ça sera un bilan de notre vie. À ce propos, il y a une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware qui a passé sa vie dans les soins palliatifs et elle a recueilli les 5 plus grands regrets des mourants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 5 plus grands regrets des mourants? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de ces 5 plus grands regrets et à votre avis, quels sont-ils? À votre avis, quels sont-ils? Si vous avez une petite idée, je suis preneuse. À votre avis, quels sont les 5 plus grands regrets des mourants? Donnez-moi une petite piste, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'inscrits mais peu de présents. Alors, est-ce que certains ont des pistes sur les 5 plus grands regrets des mourants? Oui, ne pas oser, effectivement. Effectivement, ça fait partie d'un des regrets. Bien joué. Donc, les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie, c'est ceci. C'est j'aurais préféré vivre ma vie. Effectivement, la majorité des gens vivent en fonction des désirs des autres. Effectivement, ben c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Donc en fait, la grande majorité des gens vivent en fonction des désirs des autres. Il se peut que quand vous avez grandi, vos parents vous ont dit non, tu feras pas ces études-là, il vaut mieux que tu fasses ces études-là. Quand on est grand, c'est pareil. Il se peut que les autres nous aient transféré leur propre peur. On a envie de se réorienter et de faire tel métier, et puis il y a tout notre entourage qui nous dit mais non, ça va pas, t'es taré, il faut pas faire ça, il n'y a pas de débouché, tu vas être au chômage, tu vas pas gagner d'argent, tu vas être à la rue, etc., etc. Donc effectivement, le premier regret des personnes en fin de vie, c'est j'aurais préféré vivre ma vie. Le deuxième regret, c'est j'aurais dû travailler moins. Effectivement, on vit dans une société où on court après l'argent, où on a l'impression que l'argent est roi et l'argent, grâce à l'argent, on va pouvoir s'acheter, je sais pas moi, une piscine, une voiture, faire les dernières vacances dans des paysages de rêve. Or, c'est plutôt l'illusion d'un bonheur. L'argent ne crée pas le bonheur, c'est un moyen d'atteindre un objectif. J'aurais dû assumer mes sentiments. Là aussi, il y a beaucoup de croyances où la majorité des gens pensent que montrer sa vulnérabilité, c'est une faiblesse. Or, pas du tout, et on le verra par la suite. Exprimer ses sentiments, que ce soit positif ou négatif, est essentiel
si on veut se sentir bien et surtout bien dans une relation avec une personne. J'aurais dû rester proche de mes amis. Pareil, ça c'est lié avec le manque de temps. Et j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Ça, ce sont les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on interroge les personnes en fin de vie, on se rend compte que les gens qui ont vécu leur vie, qui ont été dans leur vie, ont beaucoup plus de facilité à s'abandonner et à lâcher prise. Les autres, qui ont énormément de regrets, vont avoir des peurs énormes de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'ils auront du mal à lâcher, ils auront du mal à partir parce qu'ils auront beaucoup de culpabilité en eux et beaucoup de colère également. Il peut y avoir de la colère. C'est pour ça que pour moi, il est très important dès maintenant de vivre pleinement dans sa vie. Il est très important de s'affirmer, de poser ses limites, de respecter ses besoins. Pour moi, il est important de matérialiser ses projets. Et surtout, il est important d'aller au-delà de ses peurs, en sachant que la plupart de nos peurs, aujourd'hui, sont des peurs irraisonnées, puisque l'on ne va pas mourir arraché par un lion ou un animal sauvage dans la nature. Donc ça, c'est important. Et pourquoi la notion de la mort est importante? Parce qu'elle nous oblige à vivre pleinement dans notre vie. Et ça, moi, je trouve ça plutôt sympa. Je vous en parle aussi parce que moi, j'ai pu remarquer, donc je suis également passeuse, et j'ai pu remarquer que, alors ça, c'est des croyances, hein, c'est des croyances qui m'appartiennent, ok. Je remarque que la majorité des gens qui ne partent pas sereins, qui partent attachés encore, qui restent attachés à leur matériel, qui restent attachés à leurs émotions, que ce soit des émotions de colère avec la famille, de rancœur, de culpabilité, etc. Donc les âmes qui ne partent pas sereines, en général, restent un peu flottantes entre les deux mondes. C'est comme si elles restaient attachées à ce monde-là, c'est comme si elle voulait régler quelque chose. Or, c'est trop tard pour régler quelque chose. Là, c'est plutôt vivant de faire le job pour que l'âme monte. Donc, c'est très important d'exprimer et de vivre pleinement sa vie lorsqu'on est ici. Parce qu'après, en général, ça devient problématique. Je crois que vous avez un autre... ça, je l'ai pas encore vu, mais je l'avais... ça concerne l'âme, c'est un documentaire qui peut être également sympa. Donc, de manière générale, on devrait avoir cet état d'esprit de lorsque nous arrivons dans ce monde, nous pleurons et les autres sourient. Nous devrions tous vivre notre vie de manière qu'à notre départ, tout le monde pleure alors que nous sourions. Ça concerne vraiment la mort. Si on doit retenir quelque chose sur la mort, alors là, ça demanderait, bonsoir Catherine, ça demanderait une conférence à être toute seule sur le sujet de la mort, mais si on devrait retenir une seule chose, c'est que c'est un état transitoire et que pour partir en paix et sereine, l'objectif est de vivre pleinement dans sa vie. Ne pas oublier que c'est la mort est la plus grande leçon de vie, c'est nous vivons dans un temps limité, rien ne nous appartient. Maintenant, on va passer au deuil. Alors, le deuil, qu'est-ce que c'est le deuil? Le deuil, comparé à la mort, ce n'est pas un état. Le deuil, c'est un processus. Retenez bien ça. Le deuil, c'est un processus, ce n'est pas un état. C'est un processus normal et incontournable qui se déclenche après chaque perte. Okay? Il y a deuil dès qu'il y a une perte d'un attachement. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de deuil, il n'y a que des morts. Ou il y a, par exemple, il peut y avoir, si j'ai perdu, je sais pas moi, j'ai rompu avec un compagnon, etc. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de deuil. D'accord? Le deuil, le but du jeu du deuil, c'est de rencontrer l'autre de manière différente, de manière beaucoup plus intime. C'est créer un espace en moi où je vais pouvoir créer une nouvelle relation. Okay?
En général, alors, le processus du deuil, ça demande de la patience, de la confiance et du lâcher-prise. C'est comme pour la mort ou dans la vie, c'est toujours ces trois notions qui prédominent. Confiance, lâcher-prise, conscience de soi. C'est parce que j'accepte de me confronter de plein fouet à ton absence que je vais pouvoir au fil du temps retrouver un lieu intérieur où je sais que je ne te perdrai plus. Ça, c'est le deuil. Alors, comment ça fonctionne? Donc, le deuil, c'est un processus, d'accord? C'est un processus de guérison, c'est un processus normal. Le temps fait son œuvre, le corps fait son œuvre. Moi, j'adore comparer le deuil à une cicatrice. Si je tombe et que je m'écorche le genou, je sais que mon corps, il va faire le taf. Je sais que ma cicatrice, elle va se réparer avec le temps. Je le sais. J'ai deux façons quand même de gérer cette blessure. Soit je me dis, mon corps fera le taf, je laisse faire. Et dans ce cas-là, eh bien, soit ma cicatrice va peut-être purulé un peu, être pas forcément super jolie. Avec le temps, peut-être qu'elle va m'handicaper parce qu'elle va manquer de souplesse. Donc, en fait, elle sera là. Je veux dire, la plaie va se refermer, mais je vais quand même souffrir de cette plaie qui sera pas totalement souple. Soit alors, je vais y apporter du soin. Soit je vais y apporter du soin, je vais y mettre du baume cicatrisant, je vais la nettoyer, je vais tous les jours regarder ma cicatrice et faire en sorte qu'elle se porte mieux. Il y aura toujours une cicatrice. J'aurai toujours cette cicatrice. La différence, c'est que cette cicatrice ne m'handicapera pas dans le futur. Parce que la peau sera plus souple, je l'aurai un petit peu massée, donc elle ne me créera pas d'adhérence. Okay. Le deuil, c'est exactement ça. Le deuil, comme c'est un processus normal, c'est est-ce que je choisis de laisser faire alors que peut-être le processus va se bloquer, va se figer, etc. Ou alors est-ce que j'y mets du soin? Y mettre du soin, c'est fluidifier le processus. Et c'est en cela que moi j'interviens en tant qu'accompagnante. Je vous aide à faciliter le processus pour que le processus se fasse et que la douleur, elle, ne soit plus handicapante. Ok? Dans tous les cas, il faut rester vigilant à cette fluidité. Si le processus s'interrompt, se bloque, se fige, ça peut être un synonyme d'un deuil compliqué ou pathologique pour la suite. D'où vraiment l'intérêt d'en parler et de se faire accompagner là-dedans. D'accord? Si on doit retenir quelques petits points sur le deuil, c'est que le deuil existera toujours. La douleur, pardon, existera toujours. Il ne faut pas se leurrer, la perte, c'est douloureux et on sentira toujours une petite douleur. En revanche, la vie sera réinvestie, cette douleur ne sera plus du tout handicapante. Okay? C'est un vécu physique, le deuil est un vécu physique de manière générale. On a des insomnies, on a la gorge qui est serrée, on peut avoir des palpitations, on peut également avoir la tête vaporeuse, c'est-à-dire qu'on sait plus trop, enfin on se sent pas apte intellectuellement à raisonner très vite, on se sent très fatigué, on se sent lasse, donc c'est vraiment un vécu physique, on le ressent dans le corps. C'est également un vécu psychologique qui peut effrayer par son intensité. Les émotions sont vraiment portées à leur paroxysme, les émotions de culpabilité, les émotions de peur, de colère, de tristesse. Elles sont tellement fortes, ces émotions, qu'on a l'impression qu'on va devenir fou, quoi, de passer de l'autre côté. C'est aussi un événement social et relationnel qui remet en question leur rapport avec le monde, soi et les autres. C'est-à-dire que le deuil, ça implique un renouvellement d'identité. Le rôle social peut changer. Si je perds mon père, je ne suis plus la fille d'eux. Si je perds mon mari, je ne suis plus la femme d'eux. Donc ça va demander un réajustement, qui je suis. Donc se repérer socialement. Pareil, en général, lorsqu'on vit un deuil, au début,
les gens sont proches de vous. Et puis petit à petit, ils s'éloignent. Un vide se crée autour de nous. Donc c'est comment moi je me positionne vis-à-vis de ce que m'apportent les autres ou ce qu'ils ne m'apportent pas. Donc ça va vraiment demander un réajustement perpétuel. Et c'est en ça que c'est douloureux. Donc il existe plusieurs types de deuil. Alors je regarde vos questions, Catherine, j'essaierai de répondre à la fin si tu es OK à tes questions. Tu me rappelleras si jamais j'y réponds pas. Donc il existe différents types de deuil. Il existe des deuils de situation de vie. Là, c'est tout ce qu'on va vivre qui implique une perte. N'oubliez pas, deuil égale perte. Donc, par exemple, un divorce, une séparation, je perds un boulot, je déménage, je perds une amitié. Donc, dès qu'il y a la notion de perte, il y a la notion de deuil. Ok, je dois faire, par exemple, on emploie souvent cette phrase, je dois faire le deuil d'un projet. Donc, c'est vraiment lié. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne les deuils de situation de vie. Vous avez également le deuil d'un proche qui est très connu, dont là c'est le plus commun, quoi, mort de maladie, mort subite, suicide, etc. Vous avez le deuil d'un animal de compagnie également, parce qu'on s'attache à nos animaux de compagnie. Et puis il y a également ce qu'on appelle le deuil blanc. Le deuil blanc, ce sont toutes les personnes qui souffrent de pertes cognitives. Les maladies d'Alzheimer qui reconnaissent plus leurs proches, les Parkinson, certains cancers, etc. On appelle ça le deuil blanc parce que il y a une perte de... Par exemple, si moi j'ai ma mère qui a l'Alzheimer, elle ne me reconnaît plus, donc c'est comme si elle était déjà morte quelque part. C'est ma mère ne me reconnaît plus comme étant sa fille, donc il y a une perte de l'identité sociale. Non, il existe vraiment plein de deuils et on est tous confrontés dès notre naissance à des deuils. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. On en vivrait beaucoup mieux. Donc il existe. Alors maintenant, on va passer un petit peu à qu'est-ce qui se passe dans les différentes étapes du deuil. Alors, je tenais à vous montrer les différentes étapes sur Kubler Ross, mais je ne vais pas m'y attarder. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est une courbe que vous avez dû voir et revoir et revoir. On l'appelle aussi la courbe du changement. Donc, Kubler-Ross, c'est une pionnière dans le domaine. En fait, elle a réalisé des travaux dans les années 60-70 à peu près sur des mourants. Donc, elle, en fait, elle interviewait, entre guillemets, des personnes en fin de vie pour essayer d'établir un processus. Donc, pour elle et son équipe, mourir revient à perdre un être cher, puisqu'effectivement, quand on meurt, on perd qui on était. Alors, je vais passer très rapidement sur ce modèle. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui est très critiqué, puisque vous voyez, il part du postulat que c'est un processus linéaire. Bonsoir Catherine. Donc, elle part du postulat que c'est un processus linéaire, qu'on passe d'abord par le choc, déni, colère, peur, marchandage, dépression, acceptation, Alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Dans la réalité, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus où c'est comme une danse, c'est 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, et puis à un moment donné, on ne compte plus les pas. Donc, ce schéma-là, il est très décrié dans le milieu. Donc, moi, je ne m'en sers pas. Moi, je me sers des étapes de Christophe Fauré. Christophe Fauré, lui, c'est un psychiatre et un psychothérapeute qui a travaillé de longues années dans les soins palliatifs et qui est spécialiste de la fin de vie. Il est spécialiste du deuil et du travail du deuil des proches. Christophe Fauré, lui, il a établi 4 étapes. Il faut partir du postulat, avec Christophe Fauré, que ces 4 étapes se chevauchent. Okay ? Elles ne sont absolument pas linéaires, d'accord ? Il part du principe que dans le processus du deuil, on a une action sur notre manière de vivre les différentes étapes, mais pas sur leur survenue parce que c'est vraiment des schémas inconscients. D'accord ? Donc, il faut vraiment partir du postulat
que les 4 étapes peuvent se chevaucher. Ce n'est absolument pas linéaire. Pour lui, il y a une première étape qui est le choc et la sidération. Alors, juste une précision, il y a des durées. Sachez que chacun vit à son rythme un deuil. Donc, c'est vraiment à titre informatif. Vous ne restez pas focalisé sur ces durées-là. Donc, la première étape, en général, c'est le temps de protection psychique et l'intégration du premier niveau du deuil, c'est j'ai perdu quelqu'un que j'aime et je suis en deuil. Okay, on n'a pas encore intégré l'info, mais en tout cas, on reconnaît qu'on a perdu quelqu'un. En général, dans cette étape-là, on est souvent hyper agité. Déjà, on passe par la phase de non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a un petit côté déni. Et à la fois aussi, on est en hyperactivité. Il y a énormément de choses à penser et à faire, organiser les obsèques, gérer les papiers administratifs, etc. Cette hyperactivité des débuts peut être vraiment protectrice pour mettre la douleur à distance. Okay, la douleur ne disparaît pas, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est la première étape pour pas qu'on décompense, on va se mettre en hyperactivité. D'accord ? C'est important aussi, c'est l'important du premier rituel. Les rituels sont très importants parce qu'ils donnent du sens à quelque chose qui est totalement insensé et chaotique. Le premier rituel que l'on fait tous, c'est les obsèques. Les obsèques, c'est un rituel très fort parce que ça a une signification sociale. C'est je m'identifie en étant en deuil et les autres peuvent également m'identifier comme étant en deuil. Donc, les obsèques est le premier rituel très important. Ensuite, chez Christophe Fauré, on va trouver la deuxième phase qui est très très intéressante. C'est la phase de la fuite et de la recherche. Alors, cette phase-là, elle est un peu antinomique. Pourquoi? Parce que c'est d'une part la fuite des émotions qui commencent à être très très fortes, cette sensation de manque qui est terrible et de vide. Donc ça va être fuir cette agression des émotions par, pareil, l'hyperactivité. On ne veut pas être seul, donc on va tout faire pour pas être seul, pour éviter d'être confronté à ses propres pensées. C'est une espèce de fuite en avant. Et en parallèle, on va sans cesse aller à la recherche d'un lien sensoriel avec le défunt. C'est-à-dire qu'on va porter ses vêtements, on va sentir le parfum, on va écouter sa voix sur son téléphone portable, sur sa messagerie vocale. En fait, la personne, elle est constamment en situation d'attente, soit d'attente d'un signe ou d'attente de rejoindre cette personne-là. Ce qui est très intéressant pour moi, qui m'intéresse beaucoup à ce sujet, c'est que pendant cette période, on peut percevoir le défunt. Ça s'appelle des vécus subjectifs de contact avec un défunt. C'est de plus en plus étudié dans les hôpitaux et dans les laboratoires, parce qu'effectivement, dans cette phase-là, on peut ressentir et on peut avoir un signe d'un défunt. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les études ont bien ont bien fait ressortir que les signes ressentis ne répondaient absolument pas aux critères des hallucinations au sens psychiatrique du terme. Donc, c'est véritablement autre chose. Ça va être souvent, il y a l'orage qui gronde, ça va être souvent, par exemple, soit des signaux électriques, soit via l'essence, la télé qui s'allume, qui s'éteint. Moi, j'ai un client qui m'a parlé un jour de son expérience. Je me permets de vous la partager. Donc, il avait perdu sa femme de façon assez brutale, parce qu'en fait, un matin, le réveil sonnait, et puis il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint pas le réveil, qu'est-ce qu'elle fout? Et il est allé éteindre le réveil, et puis il a voulu réveiller sa femme, et elle était morte à côté de lui dans le lit.
Donc ça a été terrible pour lui. Et puis, donc 3 mois, 4 mois, je sais plus combien c'était après. Je crois que c'était 6 mois, je crois. 6 mois après la mort. Donc sa fille vivait avec lui parce qu'il se sentait vraiment au fond du trou, comme c'est la plupart du cas lorsqu'on vit un processus du deuil. Et donc il se couche. Et puis à un moment donné, il sent quelqu'un qui se faufile sous les draps avec lui. Et puis là, il dit non mais c'est bon, Marie, t'as pas besoin de dormir avec moi, ça va ce soir, ça va quoi. Et là, il se retourne et le lit était vide. Et il m'a clairement dit, j'ai vraiment senti quelqu'un dans le lit à côté de moi. J'ai vraiment senti qu'on se glissait sous les draps à côté de moi. Donc ça peut être un signe d'un défunt. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà eu des signes d'un défunt? Je vous ai mis un sondage en commentaire parce que je trouve ça très intéressant. Et est-ce que vous êtes OK, si jamais vous en avez eu, pour raconter si jamais vous avez déjà eu un signe d'un défunt? Alors, je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Donc, est-ce que vous, il vous est déjà arrivé, en sachant que j'avais une autre histoire aussi, d'une amie d'ailleurs qui devait participer à ce webinaire, j'espère qu'elle m'en voudra pas si je raconte, qui pareil, à un moment donné, elle a un objet qui était sur une étagère qui a littéralement fait ça. Donc, il n'y avait pas de courant d'air, les fenêtres étaient fermées et l'objet a valsé totalement. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir un signe comme ça d'un défunt? Bon, n'hésitez pas à répondre et à raconter si vous êtes OK dans le chat. Je vais continuer. Donc, pendant cette phase-là aussi, la deuxième phase de fuite et de recherche, c'est important, enfin moi c'était pour moi important de le dire, c'est qu'en général dans cette période, on a de puissantes pulsions sexuelles. C'était important pour moi de le dire parce qu'il y a énormément de culpabilité lorsque l'on vit un deuil. On se dit c'est pas possible, c'est pas la vision du deuil comme la société l'entend. Or, il faut bien comprendre que le corps, lui, il réclame ce qu'il n'a plus, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez vécu 30 ans, 40 ans avec une même personne, il y a le côté sensoriel qui joue beaucoup. C'est-à-dire que si vous le perdez de suite, le corps, lui, va réclamer quand même ce sens du toucher. Donc, en général, dans cette période-là, on a de grosses pulsions sexuelles. Je tenais à le dire pour qu'il n'y ait pas de jugement, puisque souvent, lors d'un deuil, on a tendance à énormément juger et se juger. Donc, c'était important pour moi de le dire. Dans cette étape-là, l'entourage, qui est compréhensif, va commencer à se faire de plus en plus distant. Les obsèques sont passées, il va commencer à tenir un discours assez maladroit, mais c'est normal puisqu'on ne parle pas du deuil et de la mort, qui est la vie continue, ça va passer avec le temps, etc., etc. Donc, il va se faire de plus en plus distant. Donc, n'hésitez pas, vous, à verbaliser ce que vous souhaitez entendre de l'autre. C'est important parce que de manière générale, les gens ne savent pas du tout comment réagir face à un deuil. Ah bah apparemment, vous avez pas eu de signe. Ensuite, là, il y a la phase de destruction. La phase de destruction, c'est la phase la plus difficile, la plus douloureuse et la plus violente. Cette étape-là, de manière générale, c'est une totale perte de repères extérieurs et les repères intérieurs n'ont pas encore été bien consolidés. Du coup, on a perdu les repères extérieurs et on n'a plus du tout de repères intérieurs. Donc, c'est ce qui crée cette énorme sensation de vide. On a souvent, dans cette phase-là, l'impression de faire machine arrière. Ce n'est pas du tout le cas. C'est tout à fait normal.
N'oubliez pas, c'est un processus de guérison, deux pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en arrière. C'est tout à fait normal. Vous ne régressez pas, vous ne faites pas du tout machine arrière. Là, en général, on est confronté vraiment aux émotions du deuil qui sont très intenses, qu'on ne connaissait pas avant. Souvent, la peur. On a la gorge serrée, on a la peur de la peur matérielle, la peur émotionnelle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que sans lui, sans elle? Comment je vais gérer? Comment je vais m'en sortir? On a également une émotion de colère qui est très très violente. La colère contre Dieu, la colère contre les médecins, la colère contre la personne qui est partie, pourquoi tu m'as abandonné, etc. Il y a également la culpabilité qui est très forte. Il peut y avoir la conviction que l'on a fauté, que l'on n'a pas fait tout ce que l'on devait faire, que l'on n'a pas dit tout ce que l'on devait dire. D'où l'intérêt véritablement, là pour le coup, pour tout ce qui concerne la culpabilité, de verbaliser du vivant, enfin quand on est dans notre vie pleinement de tous les jours, de verbaliser nos émotions, de verbaliser nos sentiments. Même si c'est négatif, mais en tout cas, il faut vraiment les verbaliser pour ne pas ressentir du tout de culpabilité. Il faut savoir également que, en général, dans cette période-là, tous les deuils non résolus ressortent. C'est-à-dire que si vous êtes le roi ou la reine pour faire des dénis et pour mettre vos douleurs sous le tapis, ils vont ressortir. Dès qu'il y a un deuil, ça fait ressurgir les deuils précédents non résolus. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout du processus. Plus vous allez jusqu'au bout du processus, si vous allez jusqu'au bout du processus, tout va nickel. Si vous bloquez le processus et que le processus se fige, sachez qu'à un moment donné ou à un autre, ça va ressortir. Et j'ai écrit vécu dépressif. Alors, je tenais à faire une précision. Il y a une très forte différence entre le vécu dépressif et la dépression. Le vécu dépressif, c'est réellement toutes ces émotions qui sont violentes et qui vous embarquent. C'est la perturbation du sommeil, de l'appétit, la réaction au corps, la réaction du corps au deuil. On a des douleurs partout. On peut symptomatiser des maladies également. On a une lenteur intellectuelle, on a la sensation d'avoir la tête vide. On a l'impression que plus rien ne nous fait plaisir, etc. Mais ça, ce n'est pas la dépression, c'est le vécu dépressif. La différence, c'est que le vécu dépressif, c'est l'expression du manque, de l'abandon, de la perte. Alors que la dépression, c'est la dépréciation de soi. Donc, ce n'est vraiment pas pareil. Donc, parfois, c'est là aussi où c'est bien de se faire accompagner, c'est de voir la différence entre la dépression et un vécu dépressif. Un vécu dépressif, on n'a pas besoin de prendre de médicaments et les médicaments n'y feront rien, ça ne soulagera en rien du tout votre douleur. En revanche, si c'est une dépression, là, on peut, les psychiatres peuvent faire quelque chose pour vous. D'où l'intérêt de savoir un petit peu où c'est que l'on se jauge. Et la dernière étape, c'est la restructuration. Alors celle-ci, elle est souvent en filigrane dans les étapes précédentes. Et l'étape de destruction et de restructuration se chevauchent un petit peu et s'interpénètrent. Cette phase-là, c'est la phase où on se redéfinit à plusieurs niveaux. On se redéfinit qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je veux être entourée, qu'est-ce que je dois faire, qui était-il, qui était-elle. C'est la phase où tout est différent maintenant. On a une nouvelle place, un nouveau rôle. On a une nouvelle façon d'être perçu par l'autre. On a une nouvelle manière d'accueillir ou de rejeter ce que l'extérieur nous apporte. En gros, on redéfinit toute une identité, notre identité. Et surtout, on inscrit la perte dans notre histoire personnelle. C'est-à-dire qu'elle est gravée en nous, on sait ce qu'elle nous a apporté, on connaît les cadeaux, je sais que c'est violent de dire ça, mais on connaît les cadeaux de ce deuil. Donc, donc c'est là, c'est toujours un peu douloureux, mais ce n'est plus du tout handicapant puisqu'on a réinvesti la vie. On vit avec
Et là, pour le coup, on a trouvé une relation intérieure avec le défunt. Donc, on a créé une nouvelle relation avec lui ou avec elle qui est beaucoup plus intérieure. Hop. Alors, je vous ai passé une diapo, mais j'étais un petit peu trop vite. Donc, si on doit retenir quelques notions sur le deuil. En premier lieu, le deuil se fera, moi aussi je suis fatiguée, le deuil se fera, autant le faciliter, autant l'accompagner, autant y apporter du soin. La façon la plus facile de sortir du tunnel, c'est déjà d'y rentrer, ok? Ensuite, il faut savoir que le deuil est véritablement propre à chacun. C'est selon l'attachement, d'accord? Ça veut dire que lorsque mon père va décéder, je n'aurai pas la même façon de vivre mon deuil que mon frère, que ma soeur ou que ma mère. D'accord? C'est selon l'attachement que l'on porte à la personne. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas. Ne jugez pas un deuil. Ne jugez pas les réactions ou l'absence de réaction qu'a une personne. Autre chose que vous devez retenir, c'est que le deuil du présent réactive les deuils du passé non résolus. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'où l'intérêt d'aller jusqu'au bout du processus et de ne pas figer ce processus. Le deuil est fait de rupture, de progression rapide, de retour en arrière. C'est tout sauf linéaire. Le deuil, le processus du deuil n'est pas linéaire. Donc, quand vous avez un gros coup de massue, dites-vous que c'est normal. Le processus suit son cours. Vous ne faites pas machine arrière et vous ne régressez en aucune façon. Autre information très importante à retenir, c'est que le temps du deuil est une relecture de tout ce que l'on a vécu avec le défunt, que ce soit en amour ou en désamour. Ça veut dire que que le but du jeu, c'est de tout verbaliser à la personne de son vivant. Le jour où elle ne sera plus là, la façon dont vous allez vivre votre deuil va également dépendre de l'histoire que vous avez avec cette personne. S'il y a des non-dits, s'il y a des rancœurs, s'il y a des choses cachées, ça va être excessivement douloureux et difficile pour vous. Il va falloir faire davantage de rituels. Il va falloir communiquer davantage avec la personne décédée pour vous délester de ces émotions de culpabilité, de colère, de tristesse qui vont être excessivement intenses. Et la dernière chose à retenir, c'est que le deuil est différent de la dépression. Le deuil, c'est le sentiment de la perte et de l'abandon. La dépression, c'est la dépréciation de soi. Donc, allez consulter, là pour le coup, un médecin pour savoir si vous avez besoin de cacher ou pas. Mais sachez qu'un vécu dépressif, vous n'avez pas besoin de médicaments. Vous avez simplement besoin de verbaliser et de faire diminuer la charge émotionnelle. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que la douleur sera toujours là si vous le gardez. Alors, comment on facilite le processus ? Alors, je vous ai mis deux choses, c'est les choses à ne pas faire et puis les choses que vous pouvez mener. Les choses à ne pas faire, c'est l'absence de rituel. C'est de dire non, mais c'est rien, la vie continue, c'est pas grave, je vis très bien sans lui, je vis très bien sans elle, tout est ok. Et ça marche aussi pour les ruptures, je vous signale. Ça, c'est à bannir. Rappelez-vous que les rituels, ça donne du sens à ce que l'on est en train de vivre. Si vous enlevez les rituels, vous enlevez du sens. À l'inverse, il y a l'excès de présence, c'est-à-dire mettre des photos partout, se rouler dans les objets du défunt. Ça aussi, ce n'est pas bon, puisque le but du jeu, je vous le rappelle également, c'est de créer un nouvel espace relationnel beaucoup plus intime, pas à l'extérieur. D'ailleurs, on préconise souvent les rituels. Par exemple, aller au cimetière est un rituel. C'est pour ça que on dit souvent de ne pas garder de cendres à la maison. Le but du jeu, c'est d'avoir un cadre. C'est-à-dire que
si je mets les cendres au cimetière, il y a un cadre. C'est je prends du temps pour discuter avec toi, j'entre dans le cimetière et je ressors du cimetière. Une fois que je pars du cimetière, je peux réinvestir ma vie. Si vous avez les cendres à la maison, vous ne pourrez jamais réinvestir votre vie. Donc attention aussi à l'excès de présence. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est également se couper de ses émotions et ne pas parler du défunt, car la vie continue. Non, vous devez absolument en parler. D'ailleurs, il y a une étude faite à ce sujet-là par des chercheurs anglais il y a 20 ans. Ils ont constitué 2 groupes. Dans le premier groupe, ils devaient parler de leur deuil tous les jours en fait, et toutes les semaines, ils se retrouvaient en cercle de parole pour communiquer sur leur deuil. Et le deuxième groupe, ils ne devaient pas du tout en parler. Résultat des comptes, le groupe qui a verbalisé ce qu'ils ressentaient ont énormément avancé dans leur processus et n'ont pas symptomatisé, j'ai du mal à le mot dire, de maladies ou de choses comme ça. Donc c'est très important de verbaliser. Idéaliser le défunt. Ah oui, alors ça, c'est souvent le cas, et c'est souvent le cas aussi dans les ruptures ou dans les pertes de travail ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand on perd quelque chose ou quelqu'un, on a tendance à idéaliser ce qu'on a perdu. On se souvient de la façon merveilleuse dont on était avec lui ou elle, on se souvient de tous ses côtés positifs, etc., etc. Attention, n'oublions pas que nous sommes les 2 faces d'une même pièce. Donc, lorsque je fais un rituel pour exprimer tout ce que m'a apporté ou tout ce qu'était le défunt, je dois également parler de l'autre côté de la pièce. Une personne, un événement, quel que soit, en tout cas, quel que soit le sujet dans la vie, il y a toujours les 2 pièces, les 2 faces d'une même pièce, lumière et obscurité. Il ne faut surtout pas oublier ces 2 faces. D'accord? Faire son deuil seul, c'est absolument déconseillé de faire son deuil seul. On est tellement envahi par des émotions fortes qu'il est judicieux de les partager, de communiquer, de verbaliser ce que l'on ressent. Et croire qu'on oublie avec le temps. C'est faux, archi faux. On ne vit pas sans le défunt, jamais. On change la relation avec lui. D'accord? Donc, à l'inverse, reconnaître au plus profond de soi la réalité de la perte, c'est se confronter à la réalité. J'ai perdu quelqu'un, intégrer que j'ai perdu quelqu'un, reconnaître, accepter et exprimer ses émotions. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il faut écrire, faites des cercles de parole, etc. Préserver en soi un lien approprié avec le défunt. Donc, ça, ce qui est très aidant, c'est les rituels pour faire ça. Les rituels, ça sert vraiment à canaliser les émotions et à créer du sens dans ces moments de non-sens. On peut, je sais pas, on peut planter un arbre, on peut porter un vêtement spécial, on peut le jour de son anniversaire faire un repas de famille et puis se remémorer les bons moments avec cette personne. Les rituels sont très importants parce qu'ils servent vraiment à canaliser ces émotions hyper violentes. Et développer un autre rapport au monde, à soi et réinvestir sa vie, ben là, clairement, ça répond à la question de qui je suis, c'est-à-dire retrouver une identité qui nous est propre. Et c'est aussi le cadeau que nous offre le deuil, c'est ça, c'est de pouvoir tomber les masques, si je puis m'exprimer comme ça. Donc, comment on facilite le processus du deuil? Vraiment, il faut déjà être patient, exprimer ses émotions positives et négatives, commencer un journal, écrire, dessiner, créer, parler, exprimer ses besoins et ses limites aux autres. On ne nous apprend pas dans cette société à parler, à réagir, comment je dois réagir face à quelqu'un qui a un deuil. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez aux autres. N'hésitez pas. Là, je vois que ça fait 53 minutes et on est toujours ensemble, donc ça va pas couper, c'est chouette. Faire des rituels, vous pouvez vous donner des objectifs simples, le pas à pas, parce qu'on est tellement fatigué, on a peu d'énergie, que c'est bien d'y aller doucement, ok? Et puis surtout, si vous devez retenir une chose, c'est que vous devez avoir confiance dans le processus, ok? Et faire baisser la charge émotionnelle. Donc, ayez confiance dans le processus en cours, ok? C'est bon? Je vois que... Hop.
N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Donc, pour moi, le deuil, alors même si c'est très difficile à dire comme ça, le deuil a un sens en fait. Le deuil apporte des cadeaux cachés. Au début de cette conférence, je vous disais que la mort était un état transitoire, une transition, et le deuil, une perte. La mort, donc un état transitoire, est un appel à la croissance. C'est pour ça que d'ailleurs, dans certaines cultures, on a hâte, je dis on parce que c'est aussi mon cas, de ce dernier passage pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse vivre une autre vie sous une nouvelle forme. Le deuil, lui, c'est un processus de guérison. Le deuil, il transforme, il bonifie, il permet de se réinventer. C'est-à-dire que lors d'un deuil, l'être redevient totalement vrai. Il n'a plus de masque, tous les masques tombent. Il est obligé de reprendre contact avec son essence, avec l'essence même de la vie. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut plus. En gros, c'est comme si la souffrance faisait un travail de nettoyage, de mise à jour, de retour à l'essentiel. Le deuil nous aide à clarifier nos valeurs et à raffirmer notre confiance en la vie. Et c'est ça les messages cachés dans le deuil. Parler du deuil, c'est finalement parler de soi. C'est parler de ce que je veux, qui je suis, et parler des survivants, de la vie. Pour moi, alors moi je me suis fait une petite formule parce que j'aime bien ça, parce que pour moi, la mort et la vie, c'est deux choses similaires. Elles nous demandent toutes les deux d'avoir confiance et d'avoir une espèce de lâcher prise. Pour chaque événement, et même le dernier événement, il va y avoir une notion d'acceptation. J'accepte ce qui est là, j'accepte ce qui va advenir et je m'abandonne, je lâche prise, le fameux je m'abandonne à la providence. Pour moi, lorsqu'il y a une acceptation et un abandon à la providence, que ce soit dans la vie de tous les jours ou lors du dernier passage, ça génère une confiance et une paix intérieure. Lorsqu'il y a une confiance et une paix intérieure, on a la sensation que tout est possible. On a la sensation d'être constamment en sécurité. On a la sensation que l'on peut tout faire et surtout que l'on peut vivre pleinement dans sa vie. Donc n'oubliez pas ça, c'est que la mort est un état transitoire et la plus belle leçon que nous donne la mort, c'est une leçon de vie, c'est de vivre pleinement dans notre vie. Et n'oubliez pas que le deuil est un processus de guérison et qu'il nous aide à revenir à notre essence même. Moi, mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est de vous accompagner pleinement dans votre vie, à faire vos choix et à matérialiser vos envies. C'est pour ça que je facilite tous vos passages et donc également, moi, je vous aide à développer tout ce qui est confiance et lâcher prise. Et puis, je vais me spécialiser parce que je fais bientôt un diplôme universitaire dans le deuil et le travail du deuil. Je vais également accompagner le deuil pour vous permettre de toucher du doigt tous les cadeaux qu'il y a derrière le deuil. Certes, c'est terrible, c'est douloureux, on souffre énormément, mais il y a quand même des cadeaux cachés. Voilà, c'est terminé pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi si vous avez des... Alors, j'ai vu, Catherine, tu avais une question, toi. Attends, je vais essayer de la retrouver. Attends, t'es où ? Ah, Catherine, je retrouve plus ta question. Je retrouve plus. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire ? Ah, et je vois que quand même 2 personnes d'entre vous ont eu des signes d'un défunt. Est-ce que vous seriez OK de partager dans le chat ou pas? Dites-moi.
Je sais qu'il y a toujours un petit peu décalage où je me sens toujours très seule. Dites-moi s'il y a des questions ou pas. Sinon, on stoppe là. Dites-moi. Ah, ok. Ok, Catherine, désolée. D'accord. Hop, je vais attendre une minute ou deux pour voir si des questions arrivent. Et puis sinon, on va en rester là. Bonjour Quentin, je vois que tu es là. Laetitia, Marie, Catherine. Merci. Merci pour vos retours. Alors Quentin, comment interpréter les songes, rêves après une perte? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, Quentin. Pour moi, je pense que, mais c'est une conviction personnelle que c'est toi qui sais. On peut très bien faire un rêve qui peut nous apporter. Alors, en général, ce qui est intéressant de noter dans les rêves, c'est pas forcément ce qui s'y passe, c'est ce que tu ressens dans le rêve. C'est-à-dire, par exemple, ton exemple, moi, suite à une rupture avec une personnalité un peu toxique, j'avais rêvé d'un serpent qui voulait m'attaquer, mais j'avais une fenêtre devant moi. Et en fait, le serpent faisait ça, mais en fait, il se trouvait confronté à la fenêtre. Et quand je me suis réveillée, donc dans mon rêve, j'avais ressenti beaucoup de peur, mais je m'étais dit aussi, il ne m'atteint pas puisque en fait, je pose ma limite puisqu'il est derrière la fenêtre. Et ça m'a aidé du coup à bien poser mes limites dans la réalité. Donc c'est très important, je pense, quand tu fais un rêve, au-delà du, tu sais, au-delà de la signification des objets, de la signification de la scène. Ce qui est très important de voir, c'est ce que toi t'as ressenti. Parce qu'en général, c'est les émotions. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est pas marrant, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait un rêve, émotionnellement, on le ressent dans le corps réel. Donc ça veut dire que ça passe réellement par le prisme du corps. Donc fie-toi à ton corps. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps et dans ce rêve-là? Merci Catherine pour le retour. Je sais pas si, du coup, Quentin, je sais pas si ça te suffit comme réponse, mais je ne saurais t'en dire davantage, puisqu'après, moi, je ne suis pas formée à la lecture des rêves. Euh, Moi, tu sais bien que pour moi, c'est la personne qui sait, surtout vis-à-vis de ses émotions. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu as eu une vision du défunt dans ce rêve, peut-être qu'il avait un message à te transmettre, peut-être que il voulait. En fait, c'est toujours pareil, c'est face à ton ressenti dans ce rêve-là, comme quand tu as vu le défunt, est-ce qu'il y avait un dialogue? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que lui, il voulait te transmettre un message comme quoi il était pas tout à fait serein et qu'il avait du mal à partir, qu'il fallait régler quelque chose? Est-ce qu'au contraire, il voulait te rassurer et donc tu t'es senti toi en paix en le voyant? Est-ce que toi, tu t'es senti un peu chafouin du genre, ah, putain, je crois que j'ai pas totalement réglé des trucs avec lui parce que j'étais mal à l'aise en le voyant. Tu vois, donc ça peut être tout ça en fait. Après, je sais pas exactement parce que c'est pas tu n'as pas bien, enfin je veux dire, tu n'as pas clarifié, t'as pas raconté ce qui s'est passé, ça t'appartient, mais c'est vraiment lié à toi ce que tu as ressenti aussi. Et je pense que tu as la réponse.
Parfois, ça sert à rien de chercher et de réfléchir là. Le cœur, il sait en fait. Et tu peux même essayer de faire l'écriture, un peu de l'écriture automatique, tu sais, où tu fais le vide dans ton cerveau, et puis tu nommes le nom du défunt et tu peux lui demander, je t'ai vu cette nuit, tata, j'ai pas bien compris le message, qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu écris de ta main non dominante pour que le mental ne soit plus là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres retours? Dites-moi, ouais, avec plaisir. J'attends une minute encore pour voir si, parce qu'il y a toujours un petit décalage pour voir s'il y a des questions et puis s'il n'y a pas des questions, on se quittera. En tout cas, merci pour votre présence. Merci d'avoir été là pour ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que je pense que je ferai des petits ateliers ou des petites choses sur l'amour et le deuil. J'attends jusqu'à 21h09-10 pour voir s'il y a des choses qui remontent. Et si jamais vous êtes intéressé là pour les deux CD là que je vous ai montré, donc c'est des documentaires. C'est alors vous avez dans celui-ci c'est un documentaire de 71 minutes et dans celui-ci vous avez deux documentaires, un de 50 et un de 72. C'est de alors attendez, je sais pas, où c'est que je peux retrouver. La réalisation c'est Valérie Séguin et Dominique Bachy. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir ces infos-là. Alors, Quentin, est-ce qu'il est possible que d'autres entités prennent la forme du défunt dans un rêve? Oui, c'est possible. C'est possible. Après, toujours pareil, tes émotions ne te trompent pas. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, enfin, moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Si face à ce défunt, je ressens des émotions ou dans le corps, si je ressens par exemple, alors c'est propre à chacun, donc je vais te dire moi ce que je ressens. Si je ressens de la nausée, moi c'est souvent sous forme de nausée. Si je ressens des nausées ou des espèces de vertiges et un mal de bide, je sais que ça peut être une entité qui n'a rien à faire là et où c'est pas sa place et qui est peut-être du bas astral. Donc en général, je lui demande de partir, mais je reste pas avec elle. Donc c'est pareil, c'est en fonction de tes ressentis. En général, tu le vois. Essaie de faire l'expérience. Si tu te connectes ah oui, une chose que j'ai pas dite, c'est qu'en général, il est déconseillé de dire à un défunt fais-moi signe, fais-moi signe. Laissez le défunt tranquille pendant au moins 6 mois
parce que de son côté à lui, il a des choses à faire. Si vous lui faites, fais-moi un signe, pourquoi t'es parti, etc., vous le tenez, vous le maintenez en fait. Il y a toujours cette notion d'attachement. L'objectif, c'est d'aider justement l'âme du défunt à monter pour qu'il fasse lui-même son processus. Et quand il est OK, il vous fera un signe. C'est pour ça que quand vous avez envie d'un signe, demandez, mais de manière juste. C'est-à-dire, vous pouvez demander en disant fais-moi un signe quand tu jugeras que c'est le moment pour toi et que ça sera le plus juste pour moi. Mais ne demandez pas quelque chose qui le retient. Et donc, pour répondre à ta question, c'est qu'en général, c'est pareil, fie-toi. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. C'est si tu te connectes à quelqu'un qui pour toi était, il y avait un lien très fort et que c'était une personne bonne et que tu avais une bonne relation, tu vas ressentir certaines émotions et certaines sensations dans le corps. Et ensuite, ça, tu sais que c'est pour les personnes qui te sont proches et pour des personnes qui te correspondent énergétiquement. Si tu te connectes à une personne ou qu'une entité se connecte à toi, mais que tu as la gerbe, que t'es pas bien, tu sens qu'il y a un truc qui est pas bon, quoi, ça veut dire qu'en fait, c'est pas forcément bon pour toi énergétiquement et vous n'êtes pas forcément dans la même vibration. Merci Elle, bonne soirée. Voilà. Mais sache que dans tous les cas, chaque personne a ses ressentis en fait. Pour moi, pour moi, chaque personne a vraiment ses ressentis, donc c'est délicat de te dire. Enfin, tu vois, toi, il faudrait que tu te testes en fait, parce que c'est vraiment propre à chacun. C'est bon? Écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre intérêt. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Bonne soirée. Et puis surtout, n'oubliez pas de vivre pleinement votre vie pour ensuite kiffer le voyage. À bientôt. Merci à vous. Merci encore. Au revoir.